Bonsoir et bienvenue à la bibliothèque des rêves. Il a fallu des milliers et des milliers d'années à l'humanité pour comprendre la structure du système solaire, avec une étoile et des corps en orbite autour d'elle, des planètes. Ensuite, il a fallu des siècles pour détecter et pour nommer toutes les principales planètes du système solaire, et aussi comprendre que les étoiles dans le ciel étaient d'innombrables autres soleils appartenant à une galaxie. Mais il n'aura fallu que quelques années, quelques décennies, pour découvrir et pour nommer des milliers de planètes qui n'appartiennent pas à notre système, les exoplanètes. Ce soir, je vous emmène dans l'espace pour une croisière dans les étoiles. On en fera beaucoup d'autres, mais pour cette première croisière spatiale, je vous emmène visiter des exoplanètes, quelques-unes des milliards et des milliards de planètes qui existent dans notre galaxie, et que les astronomes ont commencé à découvrir assez récemment. L'identification d'exoplanètes est encore une discipline plutôt jeune, mais ça ne va pas nous empêcher de rêver à ces mondes lointains. On visitera certains d'entre eux, comme des planètes du système Proxima Centauri B, OTS 44 ou Kepler 438b. Et pour nous occuper en cours de route, je vais vous parler des différents types de planètes et de la façon dont on pense qu'elles se forment, ainsi que des différents types d'étoiles, parce que toutes les étoiles ne sont pas identiques au Soleil. On découvrira également comment des planètes si lointaines, et donc depuis la Terre si petite, peuvent être découvertes. Et enfin, une grande question soulevée par les preuves de l'existence de tant de planètes dans l'univers est de savoir s'il pourrait y avoir de la vie sur ces planètes. Et si oui, quel type de vie? Ce domaine de recherche qui étudie la possibilité de vie extraterrestre s'appelle l'astrobiologie, et on en parlera également. Ça nous fait donc énormément de choses à découvrir ce soir, mais ne vous inquiétez pas si ça paraît d'une grande complexité, même si vous n'avez aucune connaissance en physique et en astronomie. Tout sera facile à comprendre, avec des exemples et des comparaisons tirées de la vie quotidienne qui vont vous rendre ces concepts familiers. Le moment de l'embarquement est arrivé. Installez-vous confortablement, respirez profondément, puis expirez. Il y a certainement une tension dans vos épaules. Relâchez-la lentement. Expirez. Et maintenant, commençons. Donc, je vous disais qu'il n'avait fallu que quelques années, depuis les années 90, pour découvrir et baptiser des centaines d'exoplanètes. Des planètes qui n'appartiennent pas au système solaire. Les connaissances en astronomie ont progressé beaucoup plus vite que notre capacité à voyager dans l'espace, et ces nouvelles planètes sont tellement éloignées de nous que l'espoir de voir des êtres humains les atteindre un jour est très limité, très ténu. Mais par le pouvoir de l'imagination, on va voyager beaucoup plus vite que la lumière et pouvoir les atteindre en quelques minutes. Évidemment, tout ce que nous allons découvrir ce soir reste hypothétique. C'est basé sur l'observation, la déduction et l'état de nos connaissances scientifiques. Il est probable que la façon dont on appréhende les autres systèmes et les exoplanètes va continuer à évoluer. Mais il y a eu tellement de découvertes et de progrès dans ce domaine au cours des 30 dernières années
qu'il est devenu un aspect majeur de l'astronomie moderne. La première étape de ce voyage va être l'exoplanète la plus proche que nous connaissions. Dans le système Proxima Centauri b, à 4,2 années-lumière de la Terre. Mais alors, comment est-ce qu'il est possible de détecter des planètes si éloignées? La dernière grande planète du système solaire, Neptune, a été découverte au XIXe siècle. Ensuite, il y a eu Pluton, en 1930, qui a été reclassé il y a quelques années comme planète naine. Mais ces deux corps ne sont qu'à quelques heures-lumière de nous. Proxima Centauri b est des milliers et des milliers de fois plus loin. Si bien qu'aucun télescope conventionnel ne peut véritablement prendre ce système en photo. On va arriver à Proxima Centauri dans quelques minutes. On continue d'accélérer et on est déjà en train de sortir du système solaire. Donc, en attendant, voyons comment ces exoplanètes peuvent être découvertes sans les voir. Toutes les planètes qui sont en orbite autour d'une étoile reflètent un petit peu de la lumière de leur étoile. Mais elles restent des sources de lumière secondaires et très faibles. Par exemple, dans le système solaire, le Soleil est 1 milliard de fois plus brillant que n'importe laquelle des planètes qui orbitent autour de lui. Donc, lorsqu'on observe un système à plusieurs années-lumière de distance, la lumière des planètes est à peine détectable. Elle est complètement écrasée par l'étoile à laquelle la planète est rattachée. Dans ces conditions, très peu d'exoplanètes ont pu être observées directement, et les astronomes ont recours à des méthodes indirectes pour les découvrir. Une première méthode est appelée la méthode des transits. Qu'est-ce que ça signifie? Vu depuis la Terre, les autres étoiles qui sont dans la même région que nous de la galaxie ont une luminosité qui apparaît relativement stable. Cette luminosité peut augmenter ou diminuer un peu en fonction de leur distance par rapport à nous, puisque tous ces systèmes planétaires se déplacent, ils orbitent autour du centre de la galaxie à différentes vitesses, mais c'est quelque chose de prévisible. Maintenant, si ces étoiles ont des planètes en orbite autour d'elles, ces planètes vont régulièrement passer entre l'étoile et nous. Et ce transit va cacher un tout petit peu de la lumière de l'étoile. Très peu de cette lumière, évidemment, et ça va dépendre de la taille de la planète et de sa distance par rapport à l'étoile. Mais avec des instruments suffisamment précis pour détecter une infime variation de luminosité pendant le passage de la planète devant son étoile, on peut arriver à détecter ce type de transit. Parfois, l'étoile va même s'assombrir de façon assez considérable. Il y a des exemples avec de grandes exoplanètes qui font chuter la luminosité de leur étoile de quasiment 2% quand elle passe entre l'étoile et nous. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup moins que ça. Par exemple, une planète de la taille de la Terre, transitant devant une étoile de la taille du Soleil, produit une réduction de luminosité de seulement 0,01%. C'est minuscule, mais avec les instruments adaptés, c'est quelque chose de perceptible à plusieurs années-lumière. C'est le principe de la méthode des transits, mais cette méthode reste compliquée parce qu'il existe de nombreuses variables. L'étoile peut avoir plusieurs planètes. Donc il faut faire des hypothèses sur la quantité de planètes, sur les caractéristiques de l'orbite des planètes en question, et l'atténuation de la luminosité pendant le transit est si faible, si petite,
que des faux positifs ou des transits qui passent inaperçus sont toujours possibles et même probablement fréquents. Pour que la méthode des transits fonctionne, il faut également que l'orbite de la planète soit alignée dans le bon plan du point de vue de l'astronome. De là où nous sommes, il y a des planètes qui ne vont jamais transiter juste devant leur étoile, dans la ligne de mire de leur étoile par rapport à nous. Donc cette méthode des transits a fait ses preuves, mais seulement une minorité d'exoplanètes peut être détectée de cette façon. Et plus leur orbite est grande, ou plus leur taille est petite, moins elles auront de chances d'être découvertes de cette manière. Alors, une deuxième méthode, qui a l'air très compliquée, mais le concept ne l'est pas, est ce qu'on appelle l'utilisation de la vitesse radiale et de l'effet Doppler. De quoi s'agit-il ? Vous savez que les planètes sont rattachées aux étoiles par la gravitation. C'est cette force, la gravitation, qui les maintient en orbite autour de l'étoile, parce que l'étoile est beaucoup plus massive que les planètes. Mais la gravitation fonctionne dans les deux sens. L'étoile a une influence majeure sur les orbites des planètes, et ces planètes, même si elles sont bien plus petites, ont également une influence, un effet gravitationnel sur l'étoile. Plus la planète est grande, et plus elle est proche, plus elle a d'influence sur son étoile. D'ailleurs, ça signifie que si on considère un système stellaire, comme le système solaire, dans son ensemble, et qu'on cherche son centre de masse, son barycentre, ce centre de masse ne correspond généralement pas exactement au centre de l'étoile. Il sera souvent à l'intérieur de cette étoile, mais ça n'est pas son centre exact, parce que les planètes ont aussi leur influence, ont leur petite masse, et qu'elles tirent par la force gravitationnelle dans leur direction. Donc on dit généralement que les planètes orbitent autour de leur étoile, ce qui a un certain sens, parce que l'étoile d'un système représente la majeure partie de sa matière, généralement environ 99% de la matière. Mais techniquement, les planètes et l'étoile elles-mêmes orbitent autour du centre de masse du système, qui se trouve être à l'intérieur de l'étoile, généralement, mais un petit peu décentré. Et c'est intéressant parce que ça signifie que l'étoile a également une petite orbite elle-même. Elle se déplace autour d'un centre gravitationnel, qui est différent de son propre centre à elle. Par exemple, dans le système solaire, l'effet gravitationnel de Jupiter fait bouger le Soleil de environ 13 mètres par seconde. La Terre a aussi une petite influence sur le Soleil, une influence beaucoup plus petite que Jupiter, parce que la masse de la Terre est bien plus petite, mais la Terre influence le Soleil d'environ 9 cm par seconde. C'est ce qu'on appelle le concept de vitesse radiale. Et ces petites interférences des planètes sur leur étoile peuvent être détectées. Comment on les détecte ? Par un phénomène qui est appelé l'effet Doppler. La lumière a des propriétés qui sont celles d'une onde. Et lorsqu'on reçoit une onde qui est émise par un objet en mouvement, ces ondes vont arriver un petit peu déformées. On peut prendre un exemple de l'effet Doppler avec les ondes sonores, et c'est même quelque chose qu'on vit tous les jours. Vous avez sans doute remarqué que lorsqu'une ambulance avec une sirène passe près de vous dans la rue, le son de la sirène va changer. Lorsque l'ambulance avance vers nous, le son a tendance à être plus aigu. Ensuite, l'ambulance passe juste à côté de vous et le son devient plus grave à mesure qu'elle s'éloigne. La même chose se produit lorsqu'on est près d'une voie ferrée. Le bruit du train change beaucoup selon que le train vient vers vous ou s'éloigne.
Ces changements dans le son qu'on perçoit ne sont pas dus à un changement de la sirène de l'ambulance ou au train qui commencerait à produire un son différent. Ces changements sont le produit du mouvement par rapport au récepteur, par rapport à nous, de l'objet qui émet le son. Si vous essayez d'imaginer les ondes sonores comme des vagues, lorsque les ondes de la sirène de l'ambulance viennent vers nous, mais également le véhicule, ça a tendance à comprimer l'écart entre chacune de ces vagues. Donc la fluctuation de l'onde sonore est plus rapide. En d'autres termes, la fréquence de cette onde augmente. Et c'est ça qui donne l'impression que le son est plus aigu. Mais quand le véhicule nous dépasse et s'éloigne de nous, l'écart entre les ondes va être plus éloigné. La fréquence diminue. Et donc le son nous parvient comme étant plus grave. Cette modulation des ondes, produite par le déplacement de l'objet qui les émet, est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Évidemment, dans l'espace, les ondes sonores ne peuvent pas se propager parce que le son se propage à travers la matière, à travers l'air, dans l'exemple que je prenais. Dans le vide de l'espace, les ondes sonores ne peuvent pas voyager. Mais à la place, on a la lumière. Et c'est la base de ce qu'on appelle la spectroscopie Doppler. Détecter et mesurer comment le mouvement d'une étoile est affecté par les planètes grâce aux variations des ondes lumineuses qu'elle émet. En résumé, l'effet de la gravitation des planètes va très légèrement affecter la vitesse et la trajectoire de leur étoile. Ça va très légèrement altérer les ondes lumineuses émises par cette étoile, telles que nous les percevons depuis la Terre. Et ce sont ces variations que la spectroscopie Doppler se propose de détecter et mesurer. En pratique, c'est très complexe. Ça nécessite des instruments et des calculs extrêmement précis. Les spectromètres les plus modernes peuvent détecter des variations de vitesse très petites, quelques mètres par seconde, sur des étoiles qui sont situées à plusieurs années-lumière, voire à des centaines ou des milliers d'années-lumière. Un spectromètre, c'est un instrument qui mesure et sépare le spectre de la lumière. Et en astronomie, les spectromètres peuvent aussi analyser la composition chimique des étoiles et des planètes lointaines, grâce à la signature des éléments dont ces astres sont composés. On va y revenir un peu plus tard. Mais cette méthode, l'utilisation de la vitesse radiale et de la spectroscopie pour étudier l'effet Doppler, a été à l'origine de la découverte de milliers d'exoplanètes. Il existe des systèmes de haute précision dédiés à cette recherche qui fonctionnent à Hawaï ou dans le désert au nord du Chili. Outre ces deux méthodes que je vous ai expliquées, la méthode des transits et l'effet Doppler appliqué à la lumière, il existe d'autres méthodes pour découvrir des exoplanètes. Il y a toujours la méthode visuelle, qui ne fonctionne actuellement que pour des très grandes planètes, comme celle de la taille de Jupiter, et des planètes qui ont des orbites courtes, qui sont assez proches de leur étoile, ce qui permet de détecter la lumière réfléchie par ces planètes. Elles passent par des phases, comme la Lune, en réfléchissant plus ou moins de lumière à travers un cycle, en fonction de leur orbite et de la façon dont elles sont positionnées. Il y a encore une autre méthode qui permet de détecter les planètes en orbite autour de pulsars. Les pulsars, c'est un type d'étoile morte. On parlera des types d'étoiles un peu plus tard au cours de notre voyage. Donc les pulsars sont des corps très denses qui tournent sur eux-mêmes
et émettent des ondes radio avec une régularité extrême. Ça permet de suivre des mouvements, de détecter des perturbations gravitationnelles provoquées par des planètes avec une extrême précision. Étudier les ondes radio des pulsars permet de révéler des planètes qui ont moins d'un dixième de la masse de la Terre. Mais il y a peu de systèmes planétaires avec un pulsar en leur centre. Pour que ce soit le cas, il faut que ce soit des systèmes très anciens, avec une étoile épuisée qui s'est effondrée sur elle-même et transformée en pulsar. Donc, comme vous le voyez, ces méthodes de détection indirecte sont tout un peu compliquées et elles ont des marges d'erreur. Mais elles fonctionnent et elles ont permis la découverte de milliers de planètes. Début 2025, il y a 5830 exoplanètes dont l'existence a été observée et confirmée dans plus de 4000 systèmes différents. Mais on approche maintenant de notre premier arrêt, Proxima Centauri b. On est maintenant à 4,2 années-lumière de la Terre, à environ 25 000 milliards de kilomètres. Alpha Centauri, c'est un système stellaire comme le système solaire, et c'est le plus proche de nous dans la galaxie. Mais il a l'air très différent, parce qu'il n'a pas une seule étoile, mais 3 étoiles. 2 plus grandes, qui ressemblent à des versions plus petites du Soleil, et une 3e plus petite, qu'on appelle une naine rouge. En 2016, il a été découvert une planète rocheuse en orbite autour de cette étoile, naine rouge, la plus petite des 3. Appelée Alpha Centauri b. Et il est intéressant de remarquer que cette planète se trouve dans la zone qu'on appelle habitable de l'étoile, ni trop près, ni trop loin. Une position similaire à celle de la Terre dans le système solaire. Un autre point commun entre cette exoplanète et la Terre est sa taille. La planète Proxima Centauri b est peut-être légèrement plus grande, à 1,3 fois la masse de la Terre. Mais le type de gravité à sa surface est probablement acceptable pour la plupart des formes de vie terrestre, y compris les humains. Ça ne signifie pas que la planète est une autre Terre, mais simplement qu'elle est susceptible d'être habitable. On ne sait même pas de quoi elle est faite. Elle pourrait être rocheuse, comme la Terre, mais il n'est pas exclu que sa composition soit différente. Elle pourrait être une planète de glace, par exemple, plus proche de la composition de planètes comme Neptune et Uranus. L'étoile, Proxima Centauri b, Proxima du Centaure, est la plus proche du Soleil, mais elle n'est pas visible à l'œil nu depuis la Terre, contrairement à des étoiles plus éloignées, parce que les naines rouges n'émettent pas beaucoup de lumière, en tout cas pas autant que les étoiles semblables au Soleil. Même si la planète Proxima Centauri b est rocheuse, un problème pour l'existence de la vie telle qu'on la connaît sur cette planète est que Proxima Centauri b est une étoile éruptive. De temps en temps, elle subit des augmentations importantes de sa luminosité et des émissions de radiations de toutes sortes qui deviennent de véritables tempêtes stellaires. Lorsque ces tempêtes se produisent, on pense que la surface de la planète est irradiée intensément à des niveaux de rayonnement qui tueraient facilement les micro-organismes les plus résistants sur Terre. La planète Proxima Centauri b est également frappée par un vent stellaire intense, sans doute capable de faire disparaître toute atmosphère autour de la planète
à moins que, comme la Terre, la planète n'ait un champ magnétique qui la protège du vent stellaire. Qu'est-ce que c'est que le vent stellaire? Vous savez que les étoiles émettent de la lumière, de la chaleur et d'autres rayonnements. Mais elles libèrent également de la matière, comme des gaz ou des particules. Des particules comme des électrons ou des noyaux d'atomes, des protons. Le Soleil produit ce vent solaire constamment. Mais sur Terre, on en est protégé par le champ magnétique terrestre qui le dévie et par notre atmosphère. Dans le cas de Proxima Centauri b, il n'est pas certain qu'il y ait un champ magnétique, et quand bien même il y en aurait un, le vent stellaire serait jusqu'à 2000 fois plus puissant. Donc à moins d'un champ magnétique extrêmement puissant, il est peu probable que cette planète ait une atmosphère composée de gaz. Parce que toute atmosphère serait rapidement emportée par le vent stellaire. Donc il faudrait que des formes de vie existent sous terre, ou qu'elles soient des formes de vie susceptibles de survivre sans atmosphère et sous un niveau de radiation intense, des formes de vie qu'on a du mal à imaginer. Pas complètement impossible, puisque la planète se trouve dans la zone habitable, mais tout de même extrêmement improbable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de zone habitable? C'est quelque chose d'assez simple. Les biologistes ont observé que les formes de vie que nous connaissons sur notre planète ont besoin d'eau liquide pour apparaître et pour survivre. Ça ne veut pas dire que la vie est impossible sans eau liquide, mais une vie semblable à celle de la Terre, basée sur la chimie du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène, a très probablement besoin d'eau liquide pour perdurer. Et justement, avoir de l'eau liquide, ça nécessite des conditions très particulières de température et de pression. Dès qu'on sort d'une fourchette de température assez étroite, l'eau devient soit solide, de la glace, soit gazeuse, de la vapeur, et la vie semblable à la Terre, en particulier la vie de surface, serait impossible sans cette eau liquide. Lorsqu'une planète est très proche de son étoile, la chaleur reçue est trop importante, et les vents stellaires sont susceptibles d'empêcher l'existence d'une atmosphère suffisamment dense. Ils emportent cette atmosphère. Donc on se retrouve avec une température élevée et une atmosphère très ténue, ce qui veut dire une basse pression. Des conditions dans lesquelles l'eau liquide ne peut pas exister à la surface d'une telle planète. Mais si la même planète est trop éloignée de son étoile, elle n'en reçoit pas assez d'énergie, et l'eau se transforme en glace éternelle. Donc la zone habitable, c'est cet espace intermédiaire, cette distance vis-à-vis de l'étoile, qui permet d'avoir de l'eau liquide. Évidemment, même en dehors de cette zone habitable autour d'une étoile, la vie pourrait théoriquement apparaître, par exemple dans des océans souterrains. Mais la vie de surface, probablement pas. Et évidemment, ça n'est pas parce qu'une planète se trouve dans la zone habitable qu'elle est susceptible d'abriter la vie. Il y a une longue liste de conditions, de composition, de température, de pression, et peut-être une série de coïncidences qui rendent la vie possible. Dans le système solaire, Vénus et Mars se trouvent également dans la zone habitable. Mais aucun signe de vie n'y a été détecté. Donc, même si Proxima Centauri b est dans la zone habitable, sa taille est relativement similaire à la Terre, un peu plus grande, mais son habitabilité reste très incertaine à cause du rayonnement stellaire et des variations brutales d'énergie que son étoile envoie. On ne sait pas si la planète Proxima Centauri b est protégée ou non de tout ça.
Mais il y a quand même une faible chance que de l'eau liquide existe à sa surface si la planète présente constamment le même visage à son étoile, comme la Lune le fait par rapport à la Terre. Si c'est le cas pour la planète Proxima Centauri b, il devrait y avoir un côté plus chaud de la planète qui reçoit le rayonnement et un côté plus froid et sombre, plongé dans une nuit éternelle à l'opposé de l'étoile. Entre les deux, il pourrait y avoir une région frontalière très mince où la transition entre ces deux extrêmes se produit. Et dans cette zone de transition, il n'est pas impossible que de l'eau liquide existe. Ou alors, comme on le disait auparavant, si Proxima Centauri b a un champ magnétique très puissant, une atmosphère qui régulerait sa température, alors la face ensoleillée pourrait avoir de l'eau liquide. Ça fait quand même beaucoup de conditions nécessaires et une forte probabilité que la planète n'abrite pas de vie et ne soit qu'un rocher mort, ou peut-être même pas un rocher, puisqu'on ignore sa composition exacte. Mais on va maintenant quitter le système Proxima Centauri et reprendre notre voyage pour aller encore bien plus loin. On va maintenant accélérer encore plus que la dernière fois, parce que notre prochaine destination est OTS 44, à 550 années-lumière, plus de 100 fois plus loin de la Terre que Proxima Centauri. OTS 44, c'est une planète si grande qu'elle pourrait presque être une étoile. Elle a plus de 10 fois la masse de Jupiter, et elle est située dans la constellation du Caméléon. Cette planète va être très différente de celle que l'on vient de visiter, et pendant la traversée pour l'atteindre, on va en profiter pour jeter un œil aux différents types de planètes et d'étoiles qu'on connaît dans l'univers ou qui pourraient théoriquement exister. Qu'est-ce que c'est qu'une planète, en fait ? La définition la plus communément acceptée pour les planètes est qu'il s'agit d'un corps astronomique en orbite autour d'une étoile, un corps suffisamment massif pour devenir rond, pour former une boule, en raison de sa propre gravité, et aussi qui a nettoyé son orbite en absorbant ou en transformant en satellite tous les autres corps qui s'y trouvaient. En même temps, ce corps, cette planète, n'est pas assez massive pour commencer à produire une fusion thermonucléaire, comme les étoiles. Selon cette définition, les planètes se définissent principalement par leur taille, avec une limite inférieure et une limite supérieure. Cette définition écarte certains corps qui sont assez grands pour être arrondis par leur gravité, comme Pluton par exemple, mais pas assez grands, pas assez massifs pour avoir absorbé des planétésimaux, des protoplanètes autour d'eux. Cette définition de ce qu'est une planète reste un peu controversée, parce qu'elle exclut des objets qui ont des masses suffisantes pour être des planètes, mais qui ont été satellisés. Il y a des satellites dans le système solaire qui sont plus grands que certaines planètes, mais ils ne sont pas considérés comme planètes parce qu'ils orbitent autour d'une autre planète avant de tourner autour du Soleil. Si, pour être considérés comme une planète, il n'était plus nécessaire d'avoir absorbé ou satellisé les autres corps sur la même orbite, alors Pluton pourrait à nouveau être considéré comme une planète. Et il y aurait d'autres planètes dans le système solaire, par exemple certains corps de la ceinture d'astéroïdes, qui eux aussi sont assez massifs pour avoir formé des boules, comme Cérès ou Pallas. Il s'agit de conventions de vocabulaire, mais quelle que soit sa définition, ce terme de planète cache une variété de corps qui peuvent être très différents dans leur taille et leur composition.
Vous avez certainement déjà entendu certains termes comme planète rocheuse, géante gazeuse ou Jupiter chaud. Tous ces termes peuvent être un peu déroutants parce qu'ils font référence à différentes façons de classer les planètes. Ils ne sont pas vraiment équivalents. Une première façon de classer, de catégoriser les planètes peut être faite à partir de leur composition. Par exemple, dans le système solaire, il y a déjà des planètes rocheuses. Elles ont une surface dure et sont principalement composées de métal et de roches. Elles peuvent avoir une atmosphère de gaz, mais la séparation entre l'atmosphère et la surface est très claire. Il y a également des planètes qu'on appelle des géantes gazeuses, comme Jupiter ou Saturne. Elles sont bien plus grosses et elles n'ont pas une surface bien définie, parce que, avant tout, ce sont des boules de gaz géantes, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Ces planètes peuvent aussi être très denses. En fait, leur centre, leurs noyaux, sont plus denses que les planètes rocheuses dans le système solaire, en raison de leur taille, qui est bien plus grande et qui comprime le noyau. Sur ces planètes, il n'y a pas de surface solide, dure. Leur densité va simplement augmenter progressivement si on s'enfonce dans la planète. Enfin, il y a un troisième grand type d'autres planètes géantes, comme Uranus et Neptune, qu'on appelle des géantes de glace. Leur structure ressemble à celle des géantes gazeuses, mais leur composition est différente. Au lieu d'avoir de l'hydrogène et de l'hélium, elles sont constituées de substances plus lourdes, comme le méthane, l'ammoniac, l'eau. En astronomie, ce qu'on appelle glace, ça n'est pas toujours de la glace d'eau. Les glaces peuvent être composées d'eau, mais aussi de dioxyde de carbone ou d'hydrocarbures. Et les glaces astronomiques d'une géante de glace ne forment pas une boule glacée, solide, comme le ferait une planète de glace, elles flottent. Donc ces géantes de glace n'ont pas non plus de surface solide. Mais maintenant, rien ne dit que toutes les sortes de planètes sont représentées dans le système solaire. Il existe d'autres types de planètes, ou des types théoriques de planètes, qui n'ont pas encore été découvertes, mais qui pourraient exister. Par exemple, des planètes naines gazeuses, ou des mini-Neptunes. Ce seraient des planètes avec un noyau rocheux et une épaisse enveloppe de gaz ou de glace volatile, comme un état intermédiaire entre la Terre et Jupiter. Les planètes sont appelées des naines gazeuses lorsque leur taille totale, leur rayon, est jusqu'à 3,9 fois supérieur à celui de la Terre. À partir de 4 fois au-delà de cette limite, elles deviennent des géantes. C'est quelque chose de théorique, mais un autre type de grande planète gazeuse pourrait être constitué principalement d'hélium, au lieu d'hydrogène et minoritairement d'hélium, comme les géantes gazeuses que nous connaissons. Par exemple, si une petite étoile perdait suffisamment de sa masse pour être rétrogradée au rang de planète, on s'attendrait à ce qu'elle ressemble à une géante gazeuse. Mais sa composition pourrait être beaucoup plus riche en hélium, et bien sûr son histoire, sa formation serait très différente. Un autre type théorique de planète que j'évoquais il y a un instant pourrait être des planètes de glace. Il y a des corps dans le système solaire avec une surface glacée solide, comme Encelade, une lune qui est en orbite autour de Saturne, ou Europe, un satellite de Jupiter, ou Triton, un satellite de Neptune. Une planète de glace, ça serait une version plus grande de ces satellites, assez grande et suffisamment indépendante pour rentrer dans la définition d'une planète. Autre type théorique de planète, même si aucun exemple n'en a été trouvé, c'est qu'il pourrait aussi y avoir des planètes de fer,
des planètes métalliques. Les planètes rocheuses ont un noyau métallique. On pense que lorsque les planètes rocheuses se forment, les éléments plus lourds, comme le fer, ont tendance à migrer vers le noyau. Et les éléments plus légers, comme les roches, restent plus près de la surface. Mais une planète qui se formerait principalement à partir de fer, ou qui perdrait son manteau rocheux, par exemple à cause d'impacts d'astéroïdes, qui emporterait ce manteau, pourrait devenir une planète de fer. La planète la plus proche de ce modèle dans le système solaire, c'est Mercure, la première planète à partir du Soleil. En proportion, Mercure contient énormément de fer. Toutes ces planètes existantes ou théoriques n'apparaîtraient pas de façon aléatoire. Elles résulteraient toutes du processus de formation des planètes lorsqu'un nouveau système planétaire apparaît. Vous savez que dans l'état actuel des théories sur la formation des systèmes planétaires, ou du moins les systèmes stellaires avec une seule étoile, tout commence par un grand disque de matière, de gaz et de poussière, qui se condense progressivement à cause de la gravitation. La majeure partie de cette matière, dans ce disque, finit par créer l'étoile, qui contient environ 99% de la matière disponible. Et les planètes se formeraient avec ce qui reste, sur différentes orbites autour de l'étoile. Si on prend l'exemple des planètes de fer, on s'attend à ce qu'elles se forment plutôt proches d'une étoile, car c'est probablement là que les disques protoplanétaires, ces grands disques de matière à partir desquels se forment les systèmes stellaires, sont constitués de beaucoup de matériaux riches en fer. Pourquoi du fer et pas un autre métal? Parce que le fer est un élément assez abondant dans l'univers. Le 6e élément le plus abondant. En termes de masse, un des éléments les plus susceptibles de se trouver dans l'univers, et d'assez loin, c'est l'hydrogène, le type d'atome le plus simple. Il est suivi par l'hélium. Lorsque les noyaux d'hydrogène fusionnent dans les étoiles, lors de la fusion thermonucléaire, qui est le mécanisme par lequel les étoiles produisent de l'énergie, le résultat de cette fusion des noyaux d'hydrogène, c'est la production d'hélium. Donc c'est un autre élément abondant que les étoiles produisent tout le temps. En 3e position, il y a l'oxygène, suivi du carbone et du néon. On ne parle pas souvent du néon parce qu'il est assez rare sur la Terre. Il y en a des traces dans l'atmosphère. Dans les conditions de l'atmosphère terrestre, il est sous forme de gaz, et il y en a encore moins dans la croûte terrestre. Il y a très peu de néon sur les planètes rocheuses, comme la nôtre, parce que c'est un élément très volatile, donc le néon a tendance à s'échapper des planètes rocheuses dans les premiers stades de leur formation. Par contre, c'est un composant plus important dans les planètes gazeuses et les grandes étoiles. Après ces 5 premiers éléments, en 6e position, vient le fer, qui est d'assez loin le plus abondant de tous les métaux. Donc il y a cette première typologie des planètes qui peut être faite par composition. Mais il existe aussi d'autres façons de catégoriser les planètes, par exemple par masse. Le terme super-Terre, c'est un terme qui est apparu pour désigner un type d'exoplanète plus massive que la Terre, mais moins que les géantes du système solaire. Théoriquement, une super-Terre rocheuse pourrait être habitable, mais la gravité à sa surface pourrait être plus élevée que ce à quoi on est habitué. Un autre concept de planète basé sur la quantité de matière, sur la masse, est ce qu'on appelle les super-Jupiters, des planètes plus massives que Jupiter. Plusieurs d'entre elles ont été déjà observées
dont OTS 44, qu'on va bientôt visiter. Encore une autre façon de catégoriser les planètes, à part la composition ou la masse, c'est par leur orbite. Et c'est là qu'apparaît le concept de Jupiter chaud ou de Neptune chaud, dont vous avez peut-être entendu parler. Jupiter chaud ou Neptune chaud, ce seraient des géantes gazeuses ou des géantes de glace, mais qui orbiteraient beaucoup plus près de leur étoile que dans le système solaire. Si on observe la structure du système solaire, viennent déjà les planètes rocheuses, Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Ensuite les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et enfin 2 géantes de glace qui sont Uranus et Neptune. Mais cette localisation des planètes n'est pas forcément avérée dans tous les systèmes stellaires. Et si des géantes de gaz ou de glace sont proches de leur Soleil, on les appelle chaudes, parce que cette proximité avec l'étoile signifierait des températures élevées dans les couches les plus superficielles de ces planètes. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la principale différence entre une planète et une étoile est basée sur sa masse. Les étoiles sont assez grandes pour déclencher la fusion thermonucléaire et devenir des grandes productrices d'énergie sous forme de chaleur, de lumière et d'autres rayonnements. Ça signifie également qu'il y a des corps qui sont juste en dessous ou juste au-dessus de cette limite, de très grandes planètes ou de très petites étoiles. OTS 44, que nous atteignons maintenant, est justement un de ces corps. Il a été découvert il y a plus de 20 ans, en 1998. Et il ne s'agit pas d'une planète attachée à une étoile, mais plutôt d'un objet flottant qui a 11 fois la masse de Jupiter, mais seulement 1,1% de la masse du Soleil. On ne sait pas exactement à quoi OTS 44 ressemble, mais on pense que la planète a un disque de particules de roche et de poussière d'environ 10 fois la masse de la Terre. Et ce disque pourrait être en processus d'accrétion, créant un mini-système planétaire avec une très petite étoile au centre et une ou plusieurs planètes en orbite autour d'elle. Il semble que OTS 44 soit juste à la limite de la planète et de l'étoile, et ce type d'objet s'appelle une naine brune. Une naine brune, c'est un corps qui n'est pas assez massif pour fusionner de l'hydrogène ordinaire dans son noyau, mais elle peut fusionner ce qu'on appelle du deutérium. Le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que les éléments sont définis par la structure des atomes. L'hydrogène commun, par exemple, a 2 particules, un proton dans son noyau et un électron. Tout atome qui contient ces 2 particules, un proton unique dans son noyau et un électron autour, est donc de l'hydrogène. Mais les noyaux des atomes peuvent également contenir des neutrons, qui est un autre type de particules, sans charge électrique. Et le nombre de ces neutrons peut varier. C'est donc ces différentes versions du même atome, avec plus ou moins de neutrons, qui sont appelés des isotopes. Lorsqu'un atome d'hydrogène a également un neutron dans son noyau, il s'agit toujours d'hydrogène, mais ses propriétés vont être légèrement différentes, à commencer par sa masse, qui est un peu plus élevée. Et cet isotope particulier s'appelle le deutérium. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'eau lourde, qui a justement à voir avec le deutérium. Vous savez qu'une molécule d'eau, H2O, est constituée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. La plupart du temps, cet hydrogène n'a pas de neutrons. L'eau ordinaire sur Terre est composée de ce type d'hydrogène, de l'hydrogène commun.
Mais si les atomes d'hydrogène qui se combinent avec l'oxygène sont cet isotope, le deutérium, avec un neutron supplémentaire chacun, l'eau qui va en résulter a des propriétés différentes. Déjà, elle est un peu plus massive, d'où ce terme d'eau lourde, et elle gèle à une température plus élevée, proche de 4 degrés Celsius au lieu de 0. Une des applications de l'eau lourde, c'est dans l'industrie nucléaire. Dans de nombreux réacteurs nucléaires, l'eau est utilisée comme modérateur, c'est-à-dire la substance qui ralentit les neutrons pour faciliter leur capture par une matière fissile. C'est ce qui aide à ce que le combustible nucléaire devienne instable et fissionne. L'un des avantages de l'eau lourde par rapport à l'eau ordinaire ou l'eau légère, c'est que l'eau lourde a une propension plus faible à capturer des neutrons. Et c'est logique parce que le deutérium a déjà un neutron. C'est une propriété qui facilite la réactivité à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. Le combustible nucléaire a moins besoin d'être enrichi en matière fissile. Donc pour en revenir à ces naines brunes, ce sont des corps suffisamment massifs pour fusionner le deutérium, un type de fusion qui nécessite des conditions moins extrêmes que l'hydrogène ordinaire. La fusion du deutérium donne ce qu'on appelle de l'hélium-3, un noyau de deutérium combiné à un second proton, de sorte qu'il ne s'agit plus d'hydrogène, c'est maintenant de l'hélium, avec un isotope de l'hélium qui contient toujours ce neutron du deutérium. Et c'est pourquoi on l'appelle hélium-3, parce qu'il a 3 particules dans son noyau, 2 protons et un neutron. Les naines brunes émettent un peu de lumière, presque rien comparé aux étoiles plus grandes, et c'est pour ça qu'on les appelle brunes. Et c'est ce qui les rend difficiles à détecter par observation visuelle, à cause de leur faible luminosité. Mais en fait, si on pouvait les voir avec un télescope, à l'œil, elles apparaîtraient plutôt magenta ou rouge-orangé, plutôt que brunes. Encore plus qu'avec les planètes, il y a une diversité d'étoiles en fonction de leur masse ou du stade auquel elles se trouvent dans leur cycle de vie. Et ces facteurs, la masse et le cycle de vie, sont ce qui détermine leur type de luminosité, leur taille et leur rayonnement. Les étoiles sont généralement classées dans un système qu'on appelle Morgan-Kínán, avec une lettre et un chiffre qui indiquent leur température et leur luminosité. Les étoiles apparaissent, elles brûlent à travers les principales étapes de leur vie, et ensuite elles meurent. Au fil de ce cycle de vie, leur classification évolue. Alors, examinons un petit peu ces différents types d'étoiles ou ces types d'étapes de leur existence. Comme on l'a déjà fait avec ces naines brunes qui se trouvent à la limite inférieure en masse de ce qu'est une étoile. Vous vous souvenez, en visitant Alpha Centauri, on a parlé de la naine rouge autour de laquelle orbite Alpha Centauri B. Les naines rouges sont plus grandes que les naines brunes, et ce sont de vraies étoiles, parce qu'elles fusionnent de l'hydrogène ordinaire. Mais elles ont une masse limitée, qui rend cette réaction de fusion relativement lente. Ce sont donc des étoiles de petite taille. Leur surface est plus froide que les autres, et on pense également qu'elles peuvent vivre beaucoup plus longtemps que les étoiles plus grandes. Au-dessus de cette catégorie de masse, des naines rouges, se trouvent des étoiles comme le Soleil, qui sont parfois appelées naines jaunes. Leur typologie est basée sur leur luminosité et leur rayonnement, mais on peut simplement retenir l'idée qu'elles sont assez similaires au Soleil. Ces étoiles existent généralement pendant environ 10 milliards d'années, bien moins que les naines rouges, parce qu'elles brûlent leurs réserves plus rapidement. À la fin de leur vie,
lorsque leurs réserves d'hydrogène dans leur noyau s'épuisent, elles augmentent considérablement en taille et elles deviennent ce qu'on appelle des géantes rouges. Cette augmentation de taille et ce changement de couleur se produit parce que, après des milliards d'années d'existence, leur noyau est devenu riche en hélium. Vous vous souvenez que l'hélium est le principal produit de la fusion de l'hydrogène. Donc c'est l'élément qui résulte du fonctionnement de l'étoile. Lorsque cet appauvrissement en hydrogène atteint un certain seuil, ces étoiles commencent à consommer l'hydrogène qui se trouve dans leurs couches les plus superficielles. Ce qui augmente considérablement leur taille, elles se dilatent. Mais dans le même temps, le noyau de l'étoile, riche en hélium, a tendance à se contracter. Et en raison de ces deux facteurs, l'étoile peut se mettre à grandir jusqu'à 1000 fois sa taille précédente. On pense que lorsque cela arrivera au Soleil, dans plusieurs milliards d'années, il devrait se dilater suffisamment pour absorber Mercure, puis Vénus, puis la Terre, et même Mars. Dans le même temps, la température de surface de ces étoiles diminue, et c'est pour ça qu'on les appelle géantes rouges. Leur luminosité a tendance à diminuer. Après cette phase, on pense qu'une géante rouge s'effondre sur elle-même. Elle abandonne une grande partie de sa matière, qui continue de flotter dans l'espace. Et ces nuages de gaz et de poussière forment des nébuleuses, qui peuvent plus tard participer à la formation d'un nouveau système. Lorsque l'hydrogène devient plus rare dans le noyau d'une étoile, l'étoile va avoir tendance à fusionner des éléments plus lourds, à commencer par l'hélium. Et c'est de cette manière que de nouveaux éléments peuvent être créés, à partir des plus basiques et des plus courants, que sont l'hydrogène et l'hélium. Ce qui reste de l'étoile, de son noyau, après la perte de toute cette matière, c'est un corps plus petit, de la taille d'une planète, qui peut continuer d'exister pendant des milliards d'années, et qu'on appelle une naine blanche. Et enfin, il existe également des étoiles plus grandes, parfois beaucoup plus grandes que le Soleil. Ces étoiles ont tendance à avoir une durée de vie plus courte, parce qu'elles brûlent leur carburant plus rapidement. La consommation d'hydrogène tend à augmenter de façon exponentielle avec la taille d'une étoile. Et c'est pour ça que plus elles sont grandes, moins longtemps elles vont vivre. Lorsque ces très grandes étoiles arrivent proches de la fin de leur vie et commencent à consommer de l'hélium au lieu de l'hydrogène, elles deviennent très brillantes et elles sont alors appelées géantes bleues. Ces géantes bleues sont assez rares, difficiles à observer parce qu'elles n'existent pas pendant très longtemps. Pas très longtemps, ça peut toujours faire plusieurs millions d'années, mais à l'échelle astronomique, ça reste relativement peu. Après cette phase de géantes bleues, elles vont passer par le même processus d'expansion que les étoiles du type du Soleil et deviennent ce qu'on appelle des super géantes rouges. Par contre, elles terminent leur cycle principal de façon différente. Vous avez probablement entendu parler des supernovas. Une supernova, c'est un phénomène qui peut se produire lorsqu'une très grande étoile arrive en fin de vie. Lorsqu'une grande étoile implose, s'effondre soudainement sur elle-même. Et lorsque ça se produit, cet effondrement de son noyau disloque ses couches externes. À l'échelle d'une galaxie, ces supernovas, ces explosions d'étoiles, sont relativement rares, mais il y a tellement de galaxies dans l'univers qu'on estime qu'une supernova a lieu quelque part toutes les 2 ou 3 secondes dans l'univers. Dans notre galaxie, précisément, la Voie lactée, il n'y aurait seulement que 1 à 3 supernovas par siècle. La supernova est un phénomène si puissant
qui libère tellement d'énergie en quelques millièmes de seconde que l'étoile qui meurt peut soudainement devenir plus brillante qu'une galaxie. Et ce sont aussi des événements importants à l'échelle de l'univers, parce que les supernovas diffusent les éléments synthétisés par l'étoile au cours de sa vie. Bien sûr, tout l'hydrogène qu'elle n'avait pas encore consommé, l'hélium qu'elle a fabriqué pendant des millions ou des milliards d'années, et enfin tous les éléments plus lourds que l'hélium, qui apparaissent toujours par fusion dans les dernières étapes de sa vie. Ce sont aussi des événements importants, ces supernovas, parce qu'elles créent des ondes de choc dans l'espace. Et on pense que ces ondes de choc pourraient être responsables de la formation de nouveaux systèmes. Lorsqu'elles touchent des nébuleuses, elles les activent, elles les font bouger, et elles facilitent la concentration de nuages de matière flottante. Cette matière peut alors commencer à tourner sur elle-même par gravitation et à commencer un processus d'accrétion en formant un nouveau disque planétaire avec une étoile en formation au centre. Ces noyaux d'étoiles mortes, comme les naines blanches, sont petits et très denses. Et si l'étoile est assez grande, la naine blanche peut se contracter encore plus sous l'effet de la gravitation et se transformer en étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons sont des boules de matière sombre, petites, mais extrêmement denses, dans lesquelles les forces en jeu sont tellement fortes que les atomes rétrécissent et que les électrons et les protons peuvent se combiner pour former des neutrons, d'où le terme d'étoile à neutrons. L'étape suivante, si l'étoile était encore plus grande, ça peut être la transformation de ce qu'il en reste en trous noirs. Des corps dont la masse est tellement grande dans un petit espace, leur force gravitationnelle tellement forte, qu'ils ne laissent plus rien échapper, y compris la lumière. Donc la plupart des trous noirs seraient les produits de supernovas, de très grandes étoiles qui auraient terminé leur existence et se seraient effondrées sur elles-mêmes. Après ce passage par OTS 44, revenons donc à nos exoplanètes, parce qu'il nous reste une dernière étape à faire avant de revenir sur Terre. Kepler 438b, une planète qui a été découverte par la méthode des transits en 2015. Vous vous souvenez que cette méthode des transits est la méthode qui consiste à mesurer la façon dont le passage d'une planète devant son étoile va en atténuer la lumière. L'étoile en question s'appelle Kepler 438 et c'est une naine rouge qui est située à 640 années-lumière de la Terre. On va visiter Kepler 438b parce qu'elle coche beaucoup de cases si on compare cette planète à la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable de son système, cette région à la périphérie de l'étoile qui n'est ni trop chaude ni trop froide. Il est probable qu'elle soit rocheuse et elle a presque la même taille que la Terre. Son rayon est seulement 12% plus grand. Compte tenu du rayonnement de son étoile et de la distance par rapport à elle, la température théorique de Kepler 438b serait en moyenne d'environ 3 degrés Celsius. Là encore, quelque chose de très proche de la Terre. Ce qu'on ignore, par contre, c'est si cette planète est protégée du rayonnement stellaire par un champ magnétique, comme la Terre. Je vous expliquais auparavant que l'eau liquide était considérée comme une condition probablement nécessaire à l'apparition d'une vie semblable à celle de la Terre. Mais la recherche d'un environnement qui pourrait abriter la vie, ça n'est qu'un des aspects d'un domaine d'étude plus large qu'on appelle l'astrobiologie, c'est-à-dire l'étude de la vie dans l'univers, de sa possible apparition et éventuellement même de son voyage dans l'espace.
ça pose de très nombreuses questions. Quelles formes, quels organismes peuvent être appelés vie? Et à quoi pourraient ressembler les formes de vie d'autres mondes? C'est un vaste domaine d'étude, et en même temps une discipline un peu paradoxale, parce qu'elle étudie quelque chose dont on n'a aucune trace à ce stade. Il n'y a pas d'organisme vivant qui ait été découvert hors de la Terre à étudier. Et donc l'astrobiologie se concentre sur les origines et l'évolution de la vie, sur les types de biosphères qui pourraient soutenir la vie, et enfin sur l'existence d'une vie extraterrestre et la manière dont on pourrait la détecter. Donc c'est une discipline qui touche à de nombreux domaines différents. La biologie, la biochimie, l'astronomie, la géologie, la physique. Je vous disais aussi un peu plus tôt que la recherche de la vie se concentrait sur ce qu'on appelle la chimie du carbone, ce qui peut sembler un peu restrictif. Est-ce que ce serait pas un manque d'imagination de considérer que la vie a besoin de l'atome de carbone pour exister? En fait, peut-être pas tant que ça, si on commence à essayer de définir ce qu'est un organisme vivant. Un organisme vivant, c'est un corps qui a besoin d'interagir avec son environnement, de trouver de l'énergie quelque part et de se construire lui-même. Or, le carbone, c'est un élément très particulier par rapport aux autres. De tous les éléments, c'est celui dont la capacité à participer à des réactions chimiques, à faire partie de différentes molécules, est la plus grande. C'est aussi un élément assez abondant dans l'univers. Je vous le disais auparavant, c'est le 4e élément le plus abondant, après l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène. Les molécules formées par le carbone sont stables, mais en même temps elles peuvent encore réagir lorsqu'elles sont mises en contact avec d'autres éléments. Cet ensemble de propriétés du carbone est unique, et c'est la raison, on pense, pour laquelle toutes les formes de vie que nous connaissons sur Terre utilisent du carbone et la chimie du carbone. Pour réaliser à quel point la chimie du carbone est importante pour la vie, cruciale, on peut penser au cycle de l'alimentation, de la digestion et de la respiration qui nous maintiennent en vie. Une grande partie de ce que nous mangeons, c'est du carbone. C'est un composant clé non seulement dans les glucides, mais aussi dans les lipides, les protéines, les fibres, les vitamines. Lorsqu'on digère ces nutriments, en fait, sur le plan chimique, on en prélève des briques pour maintenir ou construire nos organismes. Et on obtient également l'énergie dont nos corps ont besoin en cassant des molécules qui sont à base de carbone. Une partie de ce carbone est ensuite éjectée par la respiration. On absorbe de l'oxygène et on rejette du dioxyde de carbone. Tous ces transferts de matière et d'énergie ne sont possibles qu'en raison des propriétés chimiques du carbone. Et le problème ici, c'est qu'aucun autre élément ne semble pouvoir le remplacer dans ce rôle. À ce qu'on en sait, la matière dans le reste de l'univers n'est pas différente de celle qui est disponible sur Terre. Que ce soit à 1 année-lumière ou à 1000 années-lumière de chez nous. Les contraintes sont les mêmes. Et si on suppose que la vie nécessite des chaînes complexes de molécules qui peuvent être brisées et réorganisées pour transférer de la matière et de l'énergie, on ne voit pas vraiment d'autres éléments que le carbone qui pourrait être au centre de ces processus. C'est la raison pour laquelle la recherche de la vie extraterrestre se concentre autant sur la chimie du carbone et sur les conditions nécessaires pour que cette chimie du carbone devienne l'élément constitutif, l'élément de base des formes de vie. Ça n'est pas par manque d'imagination. C'est plutôt une hypothèse bien informée qui permet de rechercher la vie extraterrestre là où elle pourrait réellement se trouver.
c'est-à-dire là où il y a du carbone et aussi de l'eau liquide, qui est un ingrédient nécessaire à la chimie du carbone pour réaliser son potentiel. Lorsqu'on cherche des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie, un critère important, intéressant, c'est le type d'étoiles autour desquelles elles orbitent. En général, on préfère les étoiles semblables au Soleil, parce que les étoiles plus grandes ont tendance à avoir une durée de vie plus courte, comme on l'a vu, ce qui laisse moins de temps à la vie pour apparaître sur les planètes en orbite autour de ces étoiles avant de disparaître. Et à l'opposé, les étoiles plus petites, comme les naines rouges, peuvent ne pas envoyer assez d'énergie. D'un autre côté, les naines rouges pourraient former un environnement favorable, parce qu'elles peuvent exister pendant très longtemps, des centaines de milliards d'années, ce qui laisserait beaucoup de temps à la vie pour apparaître dans un système. Au passage, on pense qu'aucune naine rouge n'a encore atteint la fin de sa vie, parce que selon la théorie du Big Bang, l'univers existerait depuis un peu plus de 13 milliards d'années. Et les naines rouges peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Donc les naines rouges envoient moins d'énergie que les étoiles comme le Soleil, mais si une planète avait une atmosphère suffisamment dense, qui la réchaufferait par effet de serre, ça pourrait permettre à sa température d'être suffisante pour abriter la vie, même avec une étoile moins puissante. L'astrobiologie s'intéresse aux conditions qui permettent à la vie d'apparaître, mais il existe aussi une hypothèse qu'on appelle la panspermie. Une hypothèse selon laquelle la vie pourrait exister dans tout l'univers et qu'elle voyagerait ou serait distribuée par des astéroïdes ou de la poussière spatiale. Il est possible que la chimie qui permette la vie, avec des molécules complexes, soit apparue assez rapidement dans l'histoire de l'univers, peut-être après seulement quelques millions d'années d'existence. Et comme je vous le disais, on pense que précisément l'univers a un âge de 13,8 milliards d'années. Les blocs de base de la vie pourraient s'être formés spontanément dans les nébuleuses ou dans les premiers systèmes planétaires. Ces composés chimiques de base de la vie sont formés d'éléments relativement abondants, de telle sorte qu'ils auraient pu être distribués aux planètes au fur et à mesure de leur formation, et qu'ils seraient restés disponibles, attendant simplement l'environnement favorable qui va permettre de les combiner et de passer à l'étape supérieure. Tout ça reste à l'étape d'hypothèse, et il est difficile d'établir des règles parce que la Terre est le seul exemple de vie que nous connaissions. Mais il est vrai aussi que la vie sur Terre est apparue relativement rapidement sous ses premières formes, lorsque la Terre a commencé à se refroidir et à contenir de l'eau liquide. Il y aurait aussi la question de savoir si la vie, si des micro-organismes pourraient voyager à travers l'espace et survivre à cet environnement, le vide, le froid ou alors la chaleur intense, les radiations. Il existe des organismes sur Terre qu'on appelle extrémophiles, qui sont capables de survivre dans des conditions qui tueraient la plupart des autres, comme des centaines de degrés ou rester gelés pendant des années. Peut-être que des organismes de ce type pourraient être éjectés avec d'autres débris lorsqu'une planète entre en collision avec un astéroïde, et rester en sommeil pendant des années ou même des siècles, jusqu'à ce qu'ils atterrissent au hasard sur une autre planète, où ils redeviendraient actifs et pourraient coloniser un nouvel environnement. Là encore, ça n'est qu'une hypothèse, et il n'y a pas de preuve tangible que ça ait jamais eu lieu. Alors, pour en revenir à Kepler 438b, cette planète qui pourrait être une jumelle de la Terre, peut-être. Est-ce qu'il y a de la vie sur cette exoplanète? On ne le sait pas, et elle est tellement loin, à 640 années-lumière,
qu'il est difficile d'imaginer que des êtres humains puissent y aller un jour. Pour le vérifier. Ça semble très improbable, mais l'idée de voler vers Mars aurait été tout aussi absurde il y a seulement 2 ou 3 siècles. Ça n'est sans doute pas quelque chose qui peut arriver au XXIe siècle, mais peut-être que nos enfants trouveront un moyen auquel on ne pense même pas en ce moment, pour voyager plus vite que la lumière et atteindre ces mondes lointains. Pour l'instant, notre voyage touche à sa fin. On va maintenant revenir sur la Terre, encore plus vite qu'on ne l'avait laissé. Vous pouvez maintenant relâcher votre concentration, vous laisser aller et commencer à rêver de toutes les étoiles, les comètes, les nébuleuses que nous allons traverser sur le chemin du retour vers la Terre. C'est la fin de notre voyage pour ce soir. J'espère que cette aventure vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. D'ici là, faites de beaux rêves. Au revoir.